Vous avez déjà imaginé ce que cela fait d'être complètement encerclé, sans aucune issue, avec tout le monde qui vous dit que vous êtes fini? Cette sensation que peu importe ce que vous faites, les chiffres sont contre vous et la défaite est inévitable. La plupart des gens abandonnent à ce moment. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de renverser la situation même quand tout semble perdu? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment 1200 hommes ont transformé le plus grand piège de leur vie en la victoire la plus impossible de l'histoire des croisades. Et le plus incroyable, les principes qu'ils ont utilisés peuvent changer la façon dont vous affrontez vos propres défis. Préparez-vous, parce que cette histoire va vous montrer qu'impossible n'est qu'une opinion. Le 28 juin 1198, dans les collines brûlantes de Galilée. Le soleil du matin transformait déjà les armures en four, quand Guy de Lusignan comprit que son armée croisée venait de tomber dans le piège le plus mortel jamais tendu par Saladin. 1200 chevaliers francs, accompagnés de quelques milliers de fantassins épuisés, se retrouvaient encerclés près du village d'Arsouf par 22 000 guerriers sarrasins dont les bannières vertes ondulaient comme une mer de mort promise. La mathématique était simple et terrifiante. 18 ennemis pour chaque croisée. Aucun renfort dans un rayon de 100 km. Aucune route d'évasion à travers cette masse tourbillonnante de cavaliers mamelouks qui se déplaçaient comme le vent du désert, apparaissant et disparaissant derrière des nuages de poussière qui transformaient le ciel matinal en un disque de cuivre incandescent. Les chevaux hennissaient sous le poids des armures qui pesaient plus de 40 kilos par cavalier, pendant que les archers musulmans, positionnés sur les hauteurs environnantes, pouvaient décocher leurs flèches avec une précision que les Européens n'avaient jamais vue. Chaque croisé savait que la mort approchait avec la lenteur calculée d'un prédateur qui savoure sa victoire avant même qu'elle ne se produise. La situation politique des croisés était plus désespérée que la plupart des chroniqueurs ne l'admettent. Le royaume de Jérusalem, conquis un siècle plus tôt dans le sang et la ferveur religieuse, se désintégrait sous la pression constante des armées de Saladin. Depuis la catastrophe de Hattin 11 ans auparavant, où les forces chrétiennes avaient été anéanties par la chaleur et la soif avant même que les épées ne se croisent, chaque bataille contre les musulmans portait le poids d'un possible effondrement total de la présence franque en Terre Sainte. Guy de Lusignan, roi contesté de Jérusalem, avait désespérément besoin d'une victoire qui restaurerait sa légitimité politique. Ses barons le méprisaient ouvertement, l'accusant de lâcheté après Hattin et de faiblesse face aux provocations sarrasines qui ravageaient systématiquement les villages chrétiens le long de la côte. Richard Cœur de Lion, le véritable pouvoir derrière la troisième croisade, était reparti en Angleterre, laissant Guy avec des ressources limitées et des ennemis qui multiplièrent les raids avec une audace croissante. Saladin comprenait parfaitement la psychologie des Francs. Il savait que leur code chevaleresque les rendait prévisibles, que leur fierté les poussait à accepter des batailles qu'ils auraient dû refuser, et que leur armure lourde devenait un handicap mortel sous le soleil de Palestine. Ce n'était pas simplement une autre escarmouche frontalière. C'était le moment que Saladin avait préparé depuis des mois pour briser définitivement la colonne vertébrale militaire des croisés et reprendre les derniers bastions chrétiens qui résistaient encore à son autorité. La matinée avait commencé comme une expédition de ravitaillement de routine. Guy avait besoin de sécuriser les routes commerciales entre Jaffa et Acre, les deux dernières villes majeures sous contrôle franc. Le grain était rare, l'eau encore plus, et ces hommes survivaient avec des rations qui auraient fait honte à des mendiants. Le terrain local favorisait complètement l'ennemi. Contrairement aux plaines de France où la cavalerie lourde dominait le champ de bataille, la Palestine offrait des collines rocailleuses où les chevaux sarrasins, légers et agiles, pouvaient manœuvrer librement pendant que les destriers européens, alourdis par le poids de chevaliers en armure complète, suffoquaient dans des formations conçues pour une guerre qui n'existait pas en Orient. La température ce matin de juin dépassait déjà 35 degrés avant midi, et l'armure de plate transformait chaque chevalier en victime de sa propre protection. Voici ce que les chroniques ne racontent pas sur l'aveuglement tactique de Guy cette matinée. Sa cavalerie légère, composée principalement de turcoples convertis au christianisme, était complètement inutile contre des archers mamelouks qui avaient appris à tirer à cheval avant même de savoir marcher. L'intelligence de Guy concernant les forces ennemies était catastrophiquement erronée. Ses éclaireurs avaient signalé quelques centaines de pillards sarrasins. La réalité était l'armée personnelle de Saladin, 22 000 guerriers d'élite, commandés par ses émirs les plus expérimentés qui connaissaient chaque faiblesse des tactiques franques parce qu'ils les avaient étudiées pendant des décennies de guerre continue. Le piège avait été préparé avec une patience qui reflétait le génie stratégique de Saladin. Il comprenait la faiblesse fondamentale des croisés. Ils avaient donc besoin de victoire, en avaient besoin rapidement, en avaient besoin de manière spectaculaire pour justifier les sommes colossales dépensées à maintenir une présence militaire à des milliers de kilomètres de leur terre natale.
Un ennemi prudent et patient pouvait exploiter cette agressivité en offrant ce qui semblait être des cibles faciles. La mission de ravitaillement était l'appât parfait. Guy ne pouvait résister à la diriger personnellement, amenant juste assez d'hommes pour paraître formidable, mais pas assez pour survivre à ce qui approchait. Les musulmans avaient étudié la logistique franque, les schémas de mouvements croisés, la psychologie européenne. Ils savaient que Guy prendrait des risques que d'autres ne tenteraient jamais, poussés par une combinaison mortelle d'ambition politique et de désespoir tactique. Quand les premiers nuages de poussière apparurent à l'horizon, les sergents de Guy auraient dû ordonner un repli immédiat vers la côte. La doctrine standard exigeait le retrait face à une cavalerie supérieure en nombre sur terrain ouvert. Mais Guy avait passé des années à essayer de prouver qu'il méritait sa couronne, et le roi contesté de Jérusalem était sur le point de découvrir que la guerre orientale suivait des règles complètement différentes de tout ce que les manuels militaires européens enseignaient. Les Sarrasins se déplacèrent comme de l'eau contournant la pierre, encerclant la colonne franque sans sembler attaquer, juste observant, attendant, laissant la peur faire leur travail à leur place. Leurs tambours résonnaient avec un rythme hypnotique qui s'infiltrait dans les os des croisés comme une promesse de mort imminente. Ce qui arriva ensuite testerait si la discipline franque pouvait surmonter l'impossibilité mathématique, si le courage chevaleresque pouvait vaincre des proportions de 18 contre 1, et si la foi chrétienne suffirait dans ce brasier où les royaumes venaient mourir. La cavalerie mamelouk frappa comme une tempête du désert, apparaissant partout à la fois mais jamais assez proche pour que l'acier franc puisse l'atteindre. À la deuxième heure de ce que Guy avait planifié comme une simple expédition de ravitaillement, ces 1200 chevaliers se retrouvèrent piégés dans un cauchemar de mobilité et de précision que la guerre européenne ne les avait jamais préparés à affronter. Les cavaliers ennemis chevauchaient en cercle parfait autour de la formation franque, restant juste hors de portée des lances, décochant des flèches en volées coordonnées qui tombaient comme une pluie mortelle sur les boucliers levés contre le soleil impitoyable de Palestine. Chaque circuit amenait de nouveaux cavaliers pendant que les chevaux épuisés étaient tournés vers l'arrière, créant un cycle sans fin de harcèlement auquel l'infanterie lourde franque n'avait aucune réponse. Les émirs de Saladin commandaient à l'essaim sarrasin avec une connaissance intime des faiblesses croisées. Ils avaient passé des décennies à apprendre comment les Francs se déplaçaient, comment ils pensaient, comment ils réagissaient sous pression. Maintenant, ils utilisaient cette connaissance comme un scalpel de chirurgien, sondant les points faibles dans des formations qu'ils avaient observées depuis Hattin. Les Mamelouks simulaient des charges qui forcèrent les Francs en carré défensif, puis faisaient demi-tour à la dernière seconde, laissant les hommes de Guy haletant dans des armures qui emprisonnèrent la chaleur comme des fours. Chaque fausse attaque drainait une énergie que les croisés ne pouvaient épargner. Chaque retraite se moquait de leur incapacité à en découdre avec des ennemis qui combattaient comme des fantômes faits de poussière et de flèches. Le massacre commença pour de bon quand le soleil atteignit son zénith. Les javelots sarrasins trouvaient les interstices entre les boucliers avec une précision chirurgicale. Des hommes qui avaient survécu aux batailles de Terre Sainte tombaient sous des armes qu'ils ne pouvaient même pas voir venir, lancées depuis des chevaux par des guerriers capables de toucher une cible au galop complet depuis 50 mètres. Les blessés ne pouvaient être évacués parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Ils gisaient au centre de la formation, leur gémissement ajoutant une pression psychologique à l'épuisement physique. La discipline franque tenait, mais Guy pouvait voir le doute s'insinuer sur des visages vétérans, alors que les flèches continuaient à pleuvoir et qu'aucune arme franque ne pouvait riposter. Si vous aimez cette histoire impossible, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider plus de gens à découvrir ces leçons de courage qui traversent les siècles. Puis tout changea quand les Sarrasins révélèrent l'ampleur véritable de leur piège. Ce que Guy avait pris pour du harcèlement aléatoire était en réalité du rabattage. La cavalerie ennemie avait conduit sa formation régulièrement vers le sud-est, loin de la côte, loin de tout espoir de repli vers sa base. Les Francs se retrouvèrent dans un amphithéâtre naturel de collines basses, où la cavalerie pouvait attaquer depuis des positions élevées, pendant que l'infanterie luttait en montée à travers du sable meuble qui agrippait leurs bottes comme des sables mouvants. Voici ce que les historiens militaires ratent concernant ce moment. Guy réalisa qu'il avait été surpassé tactiquement par un ennemi qui comprenait la guerre comme une science exacte plutôt qu'un simple test de courage. Saladin ne commandait pas seulement des Sarrasins. Il dirigeait une symphonie de destruction qui utilisait la prévisibilité franque contre la force franque. La guerre psychologique se révéla aussi dévastatrice que les attaques physiques. Les cris de guerre sarrasins résonnaient contre les collines dans des langues que les Francs ne comprenaient pas, créant une bande sonalienne de destruction imminente. Les cavaliers ennemis exhibaient des étendards croisés capturés lors de défaites antérieures, narguant les hommes de Guy avec la preuve que d'autres armées chrétiennes étaient déjà tombées face aux tactiques orientales. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça? Encerclé de tous côtés, sans personne pour vous aider, avec tout le monde qui attend que vous échouiez?
Cette sensation que vous menez un combat que personne ne voit, que personne ne comprend, et vous commencez à penser que le problème vient de vous. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui vivent ça en ce moment même. Et vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne voulez pas. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires comme ça, très simplement. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Sérieusement, copiez et collez ça. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous défouler. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui pense à abandonner et qui verra votre commentaire et saura qu'il n'est pas seul. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Et en même temps, vous vous engagez envers vous-même. Alors mettez la vidéo sur pause maintenant. Descendez en bas et écrivez. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Je lirai chaque commentaire. Je vous le promets. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine. Parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement les munitions dont vous avez besoin pour votre propre combat. À la 4e heure, Guy faisait face à une crise qui menaçait de détruire plus que son armée. Sa cavalerie légère, les turcoples qui avaient servi les croisés depuis des générations, se révéla totalement inadéquate contre la mobilité mamelouk. Leurs montures et leurs tactiques moyen-orientales étaient comme des machines de siège dans une course à pied. Quand ils chargeaient, les Sarrasins se dispersaient comme des oiseaux effrayés, pour se reformer et attaquer les turcoples maintenant isolés par derrière. 3 actions de cavalerie séparées se terminèrent avec les cavaliers de Guy, refluant vers la protection des carrés d'infanterie, leurs montures écumantes et épuisées, pendant que l'ennemi semblait aussi frais que le matin. Les mathématiques de l'attrition devenaient impossibles à ignorer. Les flèches franques étaient finies, l'eau se raréfiait, et le soleil palestinien transformait l'armure en instrument de torture. Pendant ce temps, les Sarrasins semblèrent se multiplier plutôt que diminuer. Des escadrons frais apparaissant sur des crêtes lointaines comme des mirages qui se résolvaient en réalité mortels. Guy comptait les bannières ennemies de dizaines de tribus différentes, toutes unies sous l'autorité de Saladin et le génie tactique de ses émirs. Ce qu'il affrontait n'était pas juste de la cavalerie. C'était une confédération des meilleurs cavaliers légers du monde musulman, des guerriers dont les ancêtres pratiquaient la guerre montée depuis avant que les Francs n'aient quitté leurs forêts européennes. Alors, Guy de Lusignan fit quelque chose qu'aucun commandant croisé n'avait jamais tenté en bataille ouverte contre la cavalerie. La décision révolutionnaire de Guy émergea du pur désespoir transformé en génie tactique. Au lieu de maintenir la formation traditionnelle en carré franc, qui faisait de ses hommes des cibles assises pour les flèches sarrasines, il ordonna quelque chose qui n'avait jamais été tenté contre la cavalerie en terrain ouvert. Ces 1200 chevaliers formeraient une ligne étendue unique. 4 hommes de profondeur, s'étirant sur près d'1 kilomètre à travers le fond de la vallée. Pour chaque sergent qui entendit le commandement, cela ressemblait à du suicide. Les lignes étendues servaient à combattre l'infanterie, pas des cavaliers mobiles qui pouvaient concentrer toute leur force contre n'importe quel point faible. Mais Guy avait vu quelque chose dans les schémas d'attaque sarrasins que même les émirs de Saladin avaient manqué. La transformation prit 20 minutes de vulnérabilité agonisante. Les centuries franques pivotèrent et s'étendirent, pendant que les flèches continuaient à tomber. Des hommes tombaient alors qu'ils luttaient pour maintenir la formation durant la manœuvre la plus dangereuse de la guerre antique. Les Sarrasins pressèrent leur avantage, sentant la confusion franque, envoyant vague après vague de cavaliers contre ce qui semblait être une formation en complet désarroi. Guy se déplaça personnellement le long de la ligne, son manteau blanc de templier faisant de lui une cible pour chaque archer ennemi. Mais sa présence empêcha les chevaliers épuisés de rompre alors qu'ils s'étendaient dans ce qui ressemblait à un sacrifice humain à la mobilité sarrasine. Voici où la légende rencontre la réalité tactique. Guy ne pariait pas simplement sur le courage contre les mathématiques. Il avait identifié le défaut fatal dans les tactiques sarrasines que même Saladin ne comprenait pas. La plus grande force de la cavalerie mamelouk, leur capacité à concentrer une force écrasante contre n'importe quel point, nécessitait qu'ils se massent ensemble pour un impact maximum. Mais masser des cavaliers créait une vulnérabilité dans un terrain où l'espace de manœuvre était limité. La ligne étendue de Guy forcerait les Sarrasins à choisir entre attaquer en petits groupes, annulant leur avantage numérique, ou se concentrer dans des zones où les collines environnantes restreindraient leur route d'évasion. Le premier test arriva quand 2000 cavaliers mamelouks chargèrent et le centre franc, s'attendant à briser la ligne mince comme de la poterie contre la pierre. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent canalisés entre des affleurements rocheux, dans une zone de mort où les lances franques pouvaient les atteindre, et où leur propre mobilité devenait un handicap. Écoutez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti encerclé, dos au mur, pensant qu'il n'y avait pas d'issue. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles?
que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts ou avaient plus de ressources. Ils ont gagné parce qu'ils ont trouvé un moyen quand tout le monde disait qu'il n'y avait pas de moyen. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent que renverser la situation est possible, qui vous inspirent à trouver votre propre stratégie quand tout semble perdu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de gens qui ont transformé une défaite certaine en victoire impossible. Et écoutez, ce n'est pas que de l'histoire, c'est des munitions mentales pour vos propres défis. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge là en bas et venez faire partie de cette communauté de gens qui croient qu'impossible n'est qu'une opinion. Les chevaliers ne tentèrent pas de tenir le terrain au sens traditionnel. Ils cédèrent dans des retraites calculées qui attirèrent les cavaliers plus profondément dans un terrain qui favorisait l'infanterie lourde. Quand les Mamelouks firent demi-tour pour s'échapper, ils se trouvèrent piégés entre les ailes franques convergentes qui s'étaient refermées comme les mâchoires d'un piège. Le massacre dans cette vallée étroite dura moins de 10 minutes mais changea tout. Les chevaux sarrasins, élevés pour la vitesse sur plaines ouvertes, trébuchèrent sur les roches et les buissons épineux. Les cavaliers qui avaient terrorisé les Francs toute la matinée se retrouvèrent soudain à portée d'épée de vétérans qui attendaient depuis des heures ce moment précis. Le son du fer sur l'os résonna contre les flancs des collines, alors que la discipline franque rencontrait le désespoir sarrasin dans un combat rapproché qui ne favorisait ni la vitesse ni les flèches, mais la sauvagerie pure. 300 cavaliers ennemis moururent dans cette vallée, leur corps marquant le premier succès franc d'une journée qui avait semblé destinée au désastre. Mais le coup de maître tactique de Guy allait au-delà de cet engagement unique. La ligne étendue créa de multiples combats simultanés à travers la vallée, empêchant Saladin de coordonner efficacement ses forces. Au lieu d'une attaque écrasante, les Sarrasins se retrouvèrent à mener des dizaines d'actions plus petites, où leur avantage de mobilité disparaissait et où l'entraînement franc devenait décisif. Centurie par centurie, coup d'épée par coup d'épée, les chevaliers prouvèrent que le combat rapproché restait leur domaine peu importe combien de flèches étaient tombées sur leurs boucliers. L'impact psychologique se répercuta à travers les deux armées, plus vite que les messagers du champ de bataille ne pouvaient porter les nouvelles. Les acclamations franques s'élevèrent du fond de la vallée, alors que des hommes qui s'étaient préparés à mourir voyaient soudain la victoire à portée de main. Inversement, les cris de guerre sarrasins faiblirent, alors que des guerriers qui n'avaient jamais affronté de résistance efficace de l'infanterie franque regardèrent leurs camarades tomber dans un terrain qui aurait dû favoriser la cavalerie. La certitude mathématique des proportions de 18 contre 1 commença à vaciller alors que l'innovation tactique rencontrait l'arrogance culturelle dans un combat qu'aucun camp n'avait anticipé. Le moment décisif arriva quand Guy reconnut que les émirs avaient engagé leur cavalerie de réserve pour renforcer l'attaque ratée de la vallée. En 17 minutes d'audace calculée, Guy allait soit justifier sa révolution tactique, soit regarder sa dernière armée mourir sur le sable palestinien. La ligne franque avait tenu à travers 3 charges sarrasines séparées, mais Guy pouvait voir l'épuisement marqué des visages vétérans sous des aumes de bronze qui étaient devenus des fours dans la chaleur du désert. La sueur mêlée au sang sur les poignées d'épée rendait les armes glissantes. Les blessés gisaient en nombre croissant derrière la formation étendue. Leur gémissement un rappel constant que l'endurance franque avait des limites. Même le génie tactique ne pouvait s'étendre indéfiniment. Puis Guy repéra l'ouverture qui définirait sa légende. Les émirs avaient retiré des guerriers de leur aile gauche pour soutenir l'engagement dans la vallée, créant un trou dans l'encerclement sarrasin de près de 300 mètres de large. C'était une opportunité fugace, visible seulement pour un commandant qui comprenait à la fois les capacités franques et la psychologie ennemie. Guy avait peut-être 5 minutes avant que la mobilité sarrasine ne referme l'ouverture. 5 minutes pour accomplir ce qu'aucune armée franque n'avait réussi contre une cavalerie supérieure en terrain ouvert palestinien. Il ne briserait pas simplement l'encerclement. Il le fracasserait si complètement que le choc psychologique multiplierait le succès tactique en victoire stratégique. La charge commença avec l'intervention personnelle de Guy qui devint légende militaire. Prenant 2 centuries de ses meilleurs vétérans, des hommes qu'il avait suivis depuis les désastres précédents jusqu'à l'exil palestinien, il les mena personnellement vers le trou dans les lignes ennemies. Son manteau blanc flottait derrière lui alors qu'il courait, le rendant visible à chaque Franc et chaque Sarrasin sur le champ de bataille. La vue de leur commandant chargeant à pied transforma des chevaliers épuisés en un bélier humain imparable. Des centuries qui tenaient à peine des positions défensives trouvèrent soudain la force pour une action offensive qui défiait à la fois les mathématiques et la logique militaire. L'impact quand les Francs rencontrèrent dans les Sarrasins dans l'ouverture créa un son que les témoins décrivirent comme du tonnerre enveloppé de cris. Les chevaux se cabrèrent et tombèrent alors que les épées trouvaient leur ventre. Les cavaliers qui avaient terrorisé l'infanterie toute la matinée affrontèrent dans les soudains de l'acier discipliné dans un terrain où la vitesse ne signifiait rien et l'entraînement tout. La collision dura peut-être 3 minutes, mais ces minutes décidèrent de la bataille.
L'infanterie lourde franque conçue pour le combat rapproché se révéla dévastatrice contre une cavalerie prise sans place pour manœuvrer. Chaque coup d'épée était calculé, chaque poussée de bouclier coordonnée, chaque pas en avant acheté avec du sang sarrasin qui assombrissait le sable sous leurs pieds. Voici ce qui arriva ensuite que les historiens militaires débattent encore. La percée créa un effet de cascade qu'aucun manuel tactique n'avait jamais décrit. Alors que la force d'assaut de Guy perçait les lignes ennemies, la formation franque étendue se contracta soudain comme un poing qui se referme. Au lieu de maintenir leur posture défensive, les chevaliers commencèrent à avancer simultanément à travers toute la vallée. Ce qui avait été une action défensive désespérée se transforma en offensive coordonnée qui prit 22 000 Sarrasins complètement au dépourvu face à l'agression franque, dans un terrain qu'ils avaient contrôlé toute la journée. Les émirs regardèrent leur chef d'œuvre tactique se désintégrer en temps réel, alors que la discipline franque rencontrait la confusion sarrasine dans des dizaines de combats séparés. Leurs cavaliers entraînés pour la guerre de mobilité se retrouvèrent à combattre au corps à corps, où leurs avantages disparaissaient et où les armes franques dominaient. Le choc psychologique se répercuta à travers les contingents tribaux qui n'avaient jamais affronté de résistance efficace de l'infanterie. Des guerriers qui avaient dû presser l'attaque toute la matinée se retrouvèrent soudain à défendre contre un ennemi qu'ils avaient considéré comme vaincu. L'inversion des rôles se produisit si rapidement que beaucoup de Sarrasins ne comprirent pas ce qui se passait, jusqu'à ce que l'acier franc soit déjà parmi eux. Le massacre commença pour de bon quand le moral sarrasin se fissura sous une pression qu'aucun guerrier du désert n'avait anticipée. Des escadrons entiers qui avaient encerclé les positions franques comme des loups autour d'une proie blessée, rompirent d'au soudain et s'enfuirent vers les collines lointaines, abandonnant camarades blessés et positions tactiques qui avaient s'y pris des heures à établir. Le son de la retraite, des chevaux galopant loin de la bataille, créa une avalanche psychologique qui se propagea plus vite que n'importe quel messager du champ de bataille. En quelques minutes, la résistance sarrasine organisée s'effondra en survie individuelle, alors que 22 000 guerriers décidèrent que la discrétion l'emportait sur la valeur face à des francs qui refusèrent de mourir tranquillement. Guy saisit le moment avec des instincts prédateurs qui séparèrent le génie de la compétence. Au lieu de célébrer la survie, il ordonna une poursuite immédiate. Des centuries franques qui s'étaient battues désespérément pour leur vie se retrouvèrent soudain à chasser des ennemis qui les avaient terrorisés toute la matinée. L'inversion était si complète, si soudaine que beaucoup de chevaliers affirmèrent plus tard qu'ils ne pouvaient croire ce que leurs propres yeux leur montraient. Ils étaient dépassés de l'impossibilité mathématique à la domination tactique en moins de temps qu'il n'en fallait au soleil palestinien pour bouger d'1 degré à travers le ciel impitoyable. La poursuite dura jusqu'à ce que le soleil palestinien touche l'horizon occidental, transformant la victoire défensive de Guy en massacre qui résonnerait à travers l'histoire militaire. Les centuries franques, revigorées par leur survie impossible, poursuivirent les Sarrasins en fuite à travers 20 km de terrain désertique qui avaient favorisé la cavalerie tout le matin, mais devenaient maintenant un piège pour des guerriers trop paniqués pour utiliser efficacement leur mobilité. L'inversion mathématique était stupéfiante. Au coucher du soleil, les 1200 hommes de Guy avaient tué près de 6000 cavaliers sarrasins, tout en perdant moins de 300 des leurs. Les corps jonchaient le fond de la vallée et les collines environnantes comme des pierres sombres dispersées sur du sable jaune, marquant le chemin d'une déroute si complète que les témoins luttèrent pour croire ce qu'ils avaient en vue. Les conséquences immédiates révélèrent l'ampleur véritable de la révolution tactique de Guy. Les émirs eux-mêmes échappèrent de justesse à la capture, abandonnant leur position de commandement quand il devint clair que la résistance organisée s'était effondrée en fuite individuelle. Leur plan de bataille soigneusement coordonné, des mois en préparation, s'était désintégré en moins d'1 heure une fois que la discipline franque rencontra le choc sarrasin dans un terrain qui neutralisait les avantages de cavalerie. La victoire à Arsouf transforma la campagne de Guy de survie désespérée en conquête systématique. En 6 semaines, 4 villes majeures ouvrirent leurs portes aux légions franques, plutôt que d'affronter un siège par le commandant qui avait transformé des proportions impossibles en doctrine tactique. Laissez dans les commentaires quel a été le moment de cette bataille, qui vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ça dans votre propre défi. Construisons ensemble cette communauté de guerriers. Le 28 juin 1198, dans les collines de Galilée, Guy de Lusignan regardait 1200 chevaliers francs, prouver que l'impossibilité mathématique cède au génie tactique quand le désespoir est transformé en audace calculée, démontrant ainsi que les plus grandes victoires émergent, non pas de nombre supérieur, mais d'une pensée supérieure appliquée sous une pression qui briserait des hommes ordinaires.